Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse des épisodes 2 et 3 de la série À la croisée des mondes, His Dark Materials en VO, une série BBC HBO diffusée en France sur OCS. Et attention, il y aura des spoilers évidemment pour ces épisodes dans cette vidéo, elle est donc destinée à celles et ceux parmi vous qui les ont déjà vus. Et puis au passage, je vous invite à regarder la série Watchmen qui est aussi sur OCS d'ailleurs, une formidable série, notamment si on connaît le film et les comics, et évidemment à regarder ensuite mes analyses. Ceux qui les regardent sont plutôt satisfaits, mais vous n'êtes pas très nombreux à les regarder, donc d'où cet encouragement. Allez, c'est parti. Les épisodes 2 et 3 se complètent et proposent une cohérence thématique autour de concepts opposés comme la liberté et la contrainte. Les masques n'ont pas mis très longtemps à tomber, même si on reste fasciné par ce que cache celui de Mrs. Coulter. Et même si thématiquement il se complète, j'ai trouvé que l'épisode 2 était nettement plus réussi à tout point de vue que l'épisode 3, qui était certes nécessaire à l'évolution aussi bien de l'histoire que des personnages, mais qui proposait une sorte de transition assez oubliable. Comptons sur la suite pour redresser la barre, mais je ne suis pas trop inquiet. La première dynamique d'opposition s'observe entre la cage dorée de l'appartement de Mrs. Coulter et la rude liberté des péniches des gitans. Et même si, je le suppose, certains considéreront que cela manque un petit peu de subtilité, la question implicite qui est posée à chacun d'entre nous reste néanmoins intéressante et pertinente entre confort, conformisme et anticonformisme. Il faut bien avouer que comme Mrs. Coulter, la grande majorité d'entre nous accepte de se couler dans les normes sociales pour en retirer un certain confort, tandis que la liberté professée par les gitans s'accompagne d'un quotidien nettement plus rustique. Évidemment, le cas de Mrs. Coulter va bien au-delà, puisqu'on peut clairement la considérer comme obsédée par le pouvoir, le contrôle d'autrui et de son environnement, le tout reposant sur une haine d'elle-même allant jusqu'aux tendances suicidaires. Marisa Coulter, puisque Marisa est son prénom, cherche à façonner Lyra, mais dès la scène du premier petit déjeuner, on voit que l'une est ancrée dans son luxe, tandis que l'autre se projette vers l'extérieur. Face à une hauteur, Lyra voit le ciel, elle rêve de voyage et d'aventure, tandis que Marisa ne voit que le sol et pense à l'inévitable chute. Si Lyra devait marcher dans les pas de Marisa, ce serait en jouant des codes stricts d'un monde qui ne tolère aucun pas de côté ni hausse de ton. Même dans l'intimité, l'innocence de Lyra s'oppose à la culpabilité tourmentée de Marisa, sa conscience tourne le dos à la scène du bain, comme son singe. Toutefois, plus que de la pudeur mal placée, il s'agit, je pense en tout cas, de gêne face à une forme de tendresse que Mrs. Coulter n'a sans doute presque jamais connue, un sentiment qui la laisse décontenancée et qui aurait pu peut-être la changer, mais après beaucoup de temps. On retient surtout que face à un mensonge de petite fille aux allures de conte de fées, le premier réflexe de Marisa consiste à recourir à une violence, certes symbolique, à savoir tirer les cheveux. On a pu constater que ces deux épisodes développaient également le rôle des démons et leurs interactions avec leurs humains. Pantalémon est non seulement le confident de Lyra, mais aussi la partie la plus alerte d'elle-même, celui qui la met en garde, et peut aussi la soutenir et l'encourager dans les moments de doute. Son intervention est notamment cruciale quand il fait comprendre à Lyra de ne pas révéler dans quelles circonstances elle a pu entendre parler de la poussière. Mais le plus troublant des démons reste évidemment le singe, le seul à ne jamais parler et à ne même pas avoir apparemment de nom. Marisa Coulter semble autant en guerre avec le monde qu'avec elle-même, et les sévices infligés à sa propre âme en disent long sur sa déchéance et sa souffrance intérieure. Du coup, son singe est à la fois effrayant et pitoyable, témoin impuissant de la folie destructrice de son humaine qui est capable de s'éloigner de lui plus qu'elle ne le devrait. Il incarne bien sûr l'animalité de Marisa, surtout sa violence, comme illustré dans l'attaque de Pantalémon lorsque Lyra ose lui tenir tête, ou encore lors de l'intrusion des gitans. Et justement, durant le combat contre le gitan, je ne suis pas sûr que ce serait très efficace ces petites tapes simiesques dans le dos que balance Mrs. Coulter si son singe n'avait pas la main autour de l'oiseau du gitan. En tout cas, moi j'ai jamais vu des petites tapes comme ça dans la cage de l'UFC, ça n'a pas l'air hyper officiel. En résumé, on peut dire que Marisa est une mère idéale pour la petite Lyra, qui apprend dans une scène de violence que son père s'est fait passer pour son oncle depuis sa naissance, et ne se préoccupe d'elle que de très loin. Et si on y ajoute en plus la révélation qui arrive dès l'épisode 3, par l'intermédiaire de Macosta, que Mrs. Coulter est la mère de Lyra, le moins qu'on puisse dire c'est que le monde intérieur de la petite fille est chamboulé bien plus rapidement dans la série que dans les livres. Alors certes, le choix peut étonner, mais il est sans doute judicieux, sachant que les révélations de parents cachés sont monnaie courante dans ce type d'histoire, autant ne pas faire traîner inutilement le suspense en longueur. Ce qui est clair en tout cas à mes yeux, c'est qu'une telle hérédité rend le parcours de Lyra encore plus intéressant à suivre, puisqu'elle risque de tomber dans les mêmes travers que ses parents, ou au contraire de parvenir à s'élever par des décisions plus
peu judicieuse, notamment lorsque le moment sera venu de quitter l'enfance pour aller vers l'âge adulte. Une question qui serait intéressante pour tout personnage, mais en l'occurrence, on parle d'une petite fille désignée par une prophétie que les gitans semblent connaître, même si c'est aussi par respect envers Lord Asriel qu'ils veulent protéger Lyra. Mais revenons à l'évocation visuelle de la personnalité de Mrs. Coulter au travers de son appartement, une jolie et froide prison avec un ascenseur à clé et à code, une décoration dure et tranchante, et le motif du confinement de Lyra qui revient jusque dans la robe aussi étroite et étriquée que les conventions à respecter pour espérer s'élever dans un monde à large domination masculine. On retrouve évidemment l'opposé de cette situation, de cette robe dans les vêtements de Lyra chez les gitans. Mais puisqu'on parle de domination masculine, évoquons le Magisterium qui semble composé d'une galerie de monstres tellement les personnages ressemblent à des méchantes caricatures. Là encore, on peut dire que ce n'est pas très subtil, mais au moins ils sont assez amusants à voir, ce sont de vrais méchants, avec leurs démons très désagréables comme des insectes ou encore des reptiles, ne manque plus qu'une araignée ou encore un scorpion. Et l'inspiration fasciste de cette organisation ressort nettement dans la mise à sac du Jordan College, menée d'une main d'acier dans un gantelet de verre pilé par Marisa Coulter. Toutefois, les apparences de concorde restent importantes aux yeux du cardinal et un message doit être adressé à celle qui dirige le bureau d'oblation. C'est donc le père MacPhail qui rend visite à Marisa Coulter et celle-ci prend rapidement conscience que sa capacité de séduction ne sera sur lui d'aucune utilité. Au passage, sachez que Will Keen, l'interprète de MacPhail, n'est autre que le père de Daphne Keen incarnant Lyra. Pour évoluer dans les hautes sphères de ce pouvoir religieux, Mrs. Coulter et Lord Boreal doivent être aux aguets et sans pitié, parfaite occasion que nous offre cette journaliste pour nous rappeler les règles et tabous autour des démons. Par exemple, un humain ne doit jamais toucher le démon d'un autre, et lorsqu'un démon meurt, son humain l'accompagne immédiatement, d'autant plus facilement quand c'est un fragile papillon. Et si jamais le visage harmonieux de cette journaliste ne vous était pas inconnu, c'est sans doute parce que vous l'avez vu dans l'épisode 4 de la saison 4 de Black Mirror, un excellent épisode auquel j'avais d'ailleurs consacré une vidéo d'analyse que vous trouverez en description de cette vidéo. Les paires opposées de concepts entre les épisodes 2 et 3 sont aussi valables entre Mrs. Coulter et les gitans. On a d'un côté le pouvoir, la manipulation et la froideur, et de l'autre l'égalité, la confiance et la tendresse. Dans l'épisode 2, un tête-à-tête entre John Faa et Macosta pourrait éventuellement laisser entendre que John serait le père du petit Billy enlevé par les Gobblers, mais même s'il ne l'est pas, on sent que la chaleur humaine est au cœur de l'organisation sociale des gitans. C'est évidemment dans le complet décalage de comportement entre Mrs. Coulter et Macosta auprès de Lyra que toute la différence éclate. Et même si Lyra est un peu la reine des petits et des gros mensonges, un trait beaucoup plus développé en tout cas pour l'instant dans les livres que dans la série, elle a néanmoins besoin de confiance, notamment d'avoir confiance dans l'amour, dans la tendresse qu'on lui porte, comme tout être humain. D'un côté, on a donc Mrs. Coulter qui a menti à Lyra, qui l'a même espionné avec son singe, et de l'autre, Macosta qui prend le risque de tout lui révéler, une révélation qui manquait un peu de puissance de mon point de vue, sachant que l'épisode 3 était sans doute le plus plat en termes de réalisation. Heureusement, les interprètes restent au rendez-vous avec notamment James Cosmo en Papy de rêve et Arion Bakare en Lord Boreal qui devient le personnage au parcours le plus énigmatique, mais j'y reviendrai avec la révélation de la porte entre les mondes. Du côté de la froide manipulation, l'exemple le plus frappant nous vient avec la visite de Mrs. Coulter aux enfants kidnappés par ces hommes. Elle les rassure avec la promesse d'une lettre à leurs parents et rencontre Roger à l'occasion, le seul peut-être à se méfier d'elle. L'expression de Marisa, quand elle brûle les lettres, est à glacer le sang, et si l'infirmière qui s'occupe des enfants par la suite vous semble un peu caricaturale, ne jugez pas trop vite cette actrice, son jeu particulier trouvera son explication plus tard. Dans le mensonge et la manipulation toujours, Lyra apprend à mentir efficacement à sa mère quand elle parvient à la convaincre qu'elle est restée sagement à étudier, mais il est trop tard, Lyra a appris que Marisa Coulter est à la tête du General Oblation Board, le GOB comme dans Gobblers. Et en tant que joueur de jeu de rôle, je peux vous le dire, il ne faut jamais trop faire confiance à un GOB et même à plusieurs. Et sur une note un peu plus sérieuse, puisque l'étymologie est toujours intéressante dans une analyse, eh bien oblation ça signifie à la base une offrande faite à Dieu, donc je vous laisse imaginer les pires scénarios quant au destin qui attend ces pauvres enfants. Si Mrs. Coulter et Lord Boreal maîtrisent les règles, c'est pour mieux les contourner et masquer leurs agissements. D'un côté, Lord Boreal s'introduit dans la crypte de Jordan College et parvient, on ne sait trop comment, à déterminer que le crâne restant de la tête apportée par Lord Asriel n'est pas celui de Stanislas Grumman. Quant à Mrs. Coulter, elle fait appel à des créatures interdites, les mouches espionnes, ces esprits maléfiques prisonniers d'un corps mécanique.
Toutefois, les secrets de l'ordre boréal restent les plus fascinants avec ce passage presque invisible dans une ancienne serre apparemment, qui mène vers notre monde avec un décalage souligné dans la réalisation par une photographie qui nous sort du monde de la fiction et du cinéma et se rapproche d'une forme de réalisme, voire même d'un grain d'image de reportage. On constate que l'ordre boréal a tout un réseau sur place et pour des raisons encore obscures, lance un hacker sur les traces de Grumman qui se révèle être John Parry, un ancien des forces spéciales britanniques ayant disparu au cours d'une expédition dans l'Arctique. Un peu plus tard, on apprend que ce pirate informatique a réuni tout un dossier sur la famille de John Parry, et pour les lecteurs du livre comme moi, il est assez surprenant de voir ces éléments survenir aussi rapidement dans l'histoire, mais je suppose que l'adaptation en série a mûrement réfléchi cette décision et qu'il s'agissait d'équilibrer au mieux les intrigues et les personnages entre les épisodes et les saisons. Lyra se révèle presque comme une meneuse d'hommes à la réunion des Gitans qui se conclut en mobilisation générale pour la guerre contre les Gobblers. Toutefois, l'évolution la plus marquante concerne l'alétiomètre et la capacité de Lyra à le déchiffrer de façon instinctive, ce qui est contraire à tout ce qu'on sait du fonctionnement de cet extraordinaire appareil qui suscite évidemment la convoitise de Mrs. Coulter quand elle apprend que Lyra est en sa possession. Et comme va le souligner Macosta, il est difficile aussi bien pour Lyra que pour nous spectateurs de dénouer ce qui relève de l'amour, de la haine ou encore de la convoitise dans les motivations de Mrs. Coulter pour remettre la main sur sa fille. Alors oui, encore une fois, il ne s'agit pas d'un t-shirt à la croisée des mondes, désolé, mais c'est quand même un t-shirt des Peaky Fucking Blinders, donc s'il vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez évidemment ce qu'il vous reste à faire, sinon vous retrouverez une petite mouche espionne coincée sous votre oreiller ce soir. Ce sera avec plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!